Competitive Intelligence. Connaître, comprendre et agir pour saisir les marchés stratégiques. Vision d'Aigle. Ladies and leaders, bonjour. Pour ce troisième épisode de notre saison 2 des dossiers de l'Aigle, nous allons aborder la partie stratégique. C'est-à-dire que nous allons étudier un cas, qui est un cas d'école finalement, pour en extraire la substance, comprendre les forces, les faiblesses des parties présentes et se nourrir de ce cas d'école pour bâtir ensuite des stratégies au quotidien, dans les affaires, dans les projets, de manière à penser et concrétiser la durabilité des actions entreprises. Ce cas d'école, il nous concerne directement parce qu'il a trait au gaz. C'est Gazprom qui est étudié aujourd'hui, et les relations européennes, les tensions qui existent en Europe suite à la guerre en Ukraine, et les faiblesses que nous avons manifestées et qui ont permis à la tactique et à la stratégie russe de nous imposer son propre rythme. Nous allons parler de Nord Stream. Bon, pour comprendre Nord Stream, il faut comprendre Gazprom, et il faut comprendre l'Europe, c'est-à-dire qu'il faut en fait comprendre l'enjeu de l'écologie et du lobbying allemand, et son mode de fonctionnement. On fait un saut en arrière, on est dans les années 80. Il y a un concept qui apparaît, qui s'appelle la durabilité énergétique, voilà, qui sort des esprits américains, et qui est repris par un mouvement jeune ouest-allemand. Alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer, l'Energiewende. Leur arme, c'est la moralisation du débat sur les énergies et la constitution d'une opposition à la production nucléaire. Nucléaire que nous, Français, nous produisons depuis un moment avec nos centrales et notre savoir-faire. Donc durant une décennie, on a ce concept-là qui apparaît en Allemagne et qui se diffuse. D'accord, il reste pour le moment cantonné à l'Allemagne, mais il inspire, il touche les Allemands dans leur cœur, dans leur romantisme, dans leur rapport à la nature, qui n'est pas neuf, puisqu'il existe depuis le début du XXe siècle. Il a été instrumentalisé et utilisé par le nazisme, mais il a su se régénérer d'une autre manière. Et donc on voit apparaître toute une industrie et des PME autour du sujet de l'alternative énergétique. Et il y a ce développement du marché de l'éolien notamment. Bon, on arrive dans les années 90, l'influence de ce concept de l'Energiewende sort des frontières de l'Allemagne et se met à contaminer l'Union européenne grâce au pragmatisme et à la rigueur allemande. Parce que quand ils font quelque chose, ces gens-là, ces Allemands, nos voisins allemands, ils le font à 100%, ils le font à fond. Autant je ne dirais pas que ce sont des pragmatiques, et je rejoins Jean Covici là-dessus, ce ne sont pas des pragmatiques, ce sont des romantiques, mais alors quand ils font quelque chose, ils le font à fond. Hein. Donc les voilà qui arrivent en Europe, à l'Union, dans les assemblées, à utiliser le lobbying, à fond la caisse, et qui prennent pour cible nous, les Français, et notre énergie, et notre industrie de l'énergie. Alors les structures économiques et sociales françaises et allemandes sont très différentes. La structure allemande actuelle, et depuis en fait plusieurs siècles, malgré certains écarts historiques, certaines périodes historiques, c'est plutôt une culture très démocratique. Donc vous avez les Länder, vous avez les clans, vous avez le dialogue entre les différents partis, vous avez l'écoute, vous avez cette approche très protestante en fait des choses qui est là. Les Français sont beaucoup plus verticalisés, hein. C'est les Jacobins, c'est le pouvoir central. On a d'ailleurs un petit peu de mal de notre côté à gérer la décentralisation puisque ça nous renvoie un peu aux Gaulois, on va dire, donc aux tensions entre les tribus. Donc bon, notre industrie, elle reflète aussi cette image de notre culture, c'est-à-dire qu'on est puissant quand on centralise en France. Et donc, nous avons une industrie nucléaire qui est puissante. C'est ce qu'on appelle le néocolbertisme aujourd'hui. Puisqu'il ne s'agit pas d'avoir un État qui détient de l'or à proprement parler, comme on le faisait du temps de Colbert, mais il s'agit de détenir des titres et de soutenir des secteurs industriels jugés stratégiques. Nous sommes pragmatiques sur cette question. Mais lorsque le débat se moralise, nous entrons de plein pied dans ces conceptions qui sont amenées d'Allemagne. On se dit, oui, peut-être qu'en fait, on s'est trompé. Et puis, ça correspond aussi à une époque, hein. On est donc à la chute du mur, donc le rêve socialiste s'effondre, parce que l'URSS se révèle être un vrai cauchemar, finalement, et un système qui n'est pas viable. Et donc, toute la réflexion sur notre rôle, le rôle du méchant français, est réorientée par toute la classe du Parti socialiste, qui est quand même assez puissante à l'époque, faut pas l'oublier. Et donc, on a toute cette effervescence intellectuelle qui est de la victimisation pure et dure. Et donc, voilà, vous avez les Allemands qui arrivent avec leur histoire, et qui moralisent le débat de l'énergie. Ah bah mince, en fait, ce qu'on fait, c'est mal. Le nucléaire, c'est mal.
Bon, à l'époque, parce qu'aujourd'hui on est en train de se rendre compte qu'en fait ce qu'on fait est pas si mal. Mais à l'époque c'est mal. Voilà. On écoute, on y croit, on donne du crédit à cette communication. Début 2000, ça accouche d'une loi et d'un certain nombre d'accords économiques. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve neutralisé. Notre puissance, notre ingéniosité, notre industrie se retrouve neutralisée parce qu'il faut jouer avec les petits camarades, c'est-à-dire appliquer une concurrence juste et parfaite. Ce qui est une invention intellectuelle, d'accord. La compétition ne repose pas sur une concurrence juste et parfaite. C'est pas possible, d'accord. La compétition, c'est être offensif. C'est pour ça que vous avez un État qui doit réguler, d'accord, ou qui peut dire on va démanteler telle industrie. Vous prenez les USA, qui est un environnement très très offensif au niveau capitalistique, très très agressif, très très compétitif. Les USA, les gouvernements laissent faire les choses jusqu'au moment où ça peut devenir dangereux, auquel cas la question se pose du démantèlement, de la mise sous pression d'entités, que ce soit les GAFA, que ce soit les banques, en 2008, avec la séparation des métiers, que ce soit maintenant, c'est EY qui est dans le collimateur aussi, sur la séparation du métier de conseil et d'auditeur, c'est-à-dire de la capacité à la fois certifier des informations et de l'autre côté faire du conseil. Parce que ça fait que les informations ne sont plus certifiées, finalement elles sont peut-être pas si fiables que ça. Bon, c'est logique, mais ça c'est le mode le plus capitalistique que l'on connaisse. Voilà, il y a une intervention ponctuelle des États. N'empêche que nous, très moralisés que nous sommes en 2000, on accepte ce concept un peu farfelu de concurrence juste et parfaite, qui vise à dire qu'il faut jouer avec les petits copains, là, les autres Européens. Et donc ça prend une forme très simple, qui est le tarif de rachat pour EDF. Déjà, on casse EDF en deux, on sépare les entités, pour créer une concurrence, donc vous vous retrouvez avec plusieurs fournisseurs d'électricité, le gazier se met à faire de l'électricité, etc. C'est très amusant. Et puis on met en place le tarif de rachat. Donc le but étant de soutenir le commerce des énergies alternatives. Très bien, ça a l'air super sympa comme ça. Sauf que concrètement, ça a quelle incidence? Ça fait que lorsque vous avez une éolienne qui produit de l'électricité, quand elle en produit parce qu'il y a du vent, parce qu'il n'y a pas toujours du vent, faut le savoir, sur Terre il n'y a pas toujours du vent en fait. Donc quand vous avez une éolienne qui produit de l'électricité, et cette électricité est envoyée direct et brûlée directement par EDF ou consort. Et EDF ou consort doit racheter cette électricité. Ce qui est génial, c'est que cette électricité, elle est super chère. Elle est super chère. Comme elle est rare, elle est super chère. Oui, elle est rare, parce qu'elle n'est pas produite en continu, elle n'est pas pilotable, on va y revenir. Et donc vous vous retrouvez avec une électricité qui était à la base bon marché, produite par les centrales nucléaires, qui d'un coup devient chère, parce qu'elle est répercutée aussi sur les clients. Et c'est pour ça qu'on voit les factures d'énergie augmenter. Voilà. Donc plus vous installez d'éoliennes, finalement, plus vous alourdissez la facture du client final. Mais bon, c'est pas grave, on continue. Les Shadocks pompaient, paraît-il, à une époque. Ça, c'est notre contexte d'appauvrissement organisé et soutenu pour faire une concurrence juste et parfaite. Oui, mais voilà, en embuscade, attentif, stratège, joueur d'échecs, efficace. Derrière, vous avez les Russes, vous avez Gazprom. Pourquoi? Parce que les revers de médaille des énergies alternatives et des éoliennes, que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que l'énergie n'est pas pilotable, et il va falloir le compenser. Et nous, on a les centrales nucléaires. L'Allemagne a mis, je crois, le nucléaire à 0. Mais on est d'accord, il n'y a pas tout le temps du vent pour alimenter l'éolien. L'énergie produite par les énergies alternatives est non pilotable. Ça veut dire qu'on ne peut pas la garantir en continu. Bon, il y a des quotas à côté, on ne doit pas non plus utiliser les énergies fossiles. Voilà. Si on veut un monde plus vert, il ne faut pas utiliser les énergies fossiles. Mais un quota, c'est déterminé par une loi qui, elle, n'a cours que dans une juridiction, un territoire comme l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis allemand, qu'est-ce que je fais? Je signe un deal avec Gazprom, qui est un consortium phénoménal en Russie. On va y revenir. Et donc, je mets en place un réseau puissant de distribution du gaz qui s'appelle Nord Stream. Et moi, qui suis allemand, je deviens le principal distributeur du gaz en Europe. C'est génial. C'est d'autant plus génial du point de vue russe que l'Allemagne est donc très offensive en matière de lobbying, mais est aussi la première puissance économique d'Europe. Donc c'est elle qui sert de modèle, de référent. Elle a une influence colossale sur les décisions. Son modèle, pendant des années, à cette époque, est valorisé. Il est écouté, il est vénéré. Donc quand je rentre en Allemagne, moi, russe, je rentre en Allemagne, je lui fournis son énergie qui lui permet de travailler et d'être puissant, je fais de l'Allemagne mon vassal.
Comment la Russie est capable d'arriver à ce type de conception, à cette pratique des affaires? Il faut comprendre qu'à la chute du mur et à l'effondrement de l'Union soviétique, l'un des bras armés les plus célèbres, les plus terrifiants de ce régime, le KGB, explose. Il explose en une multitude d'officines, donc il y a 5 services de renseignement. Vous avez le FSB, le SVR, le GRU et 2 autres. Mais vous avez également de l'expertise qui relève du privé. Vous avez des agences privées qui apparaissent. Et vous avez des agents ou d'anciens agents du KGB qui s'initient à l'économie, dont un certain Vladimir Poutine. Ce qu'ils mettent en place, c'est un savoir-faire qui ne peut pas être oublié. Quand vous êtes embrigadé dans cette structure qui est le KGB, vous apprenez à raisonner d'une certaine manière. C'est très bien introduit dans La stratégie du désordre. Poutine, La stratégie du désordre, qui est un livre de Isabelle Mandreau et Julien Théron, que je vous invite à lire d'ailleurs. Et donc vous avez des personnes qui arrivent aux affaires, aux commandes, qui font des entreprises, qui font partie de ces services connectés au monde économique et politique, qui sont habitués à faire ce qu'on appelle du soft power en langage civil, et PSYOPS en langage militaire. PSYOPS, ça veut dire opération psychologique. Concrètement, les experts russes ont analysé les comportements du mouvement Energiewende et ses revendications pour réaliser un profil psychologique à la fois des individus qui portaient ce mouvement, de leur réseau, mais aussi du mouvement collectif. C'est du profiling. Ils ont ensuite analysé le tissu économique et les failles des actifs fournis et ont construit avec les Allemands un accord exceptionnel garantissant à l'Allemagne un contrôle sur le système Nord Stream. Ils les ont pas abordés en leur disant qu'ils faisaient n'importe quoi. Au contraire, c'était génial pour eux. Ils les ont abordés en leur disant qu'ils vont aller dans cette mouvance et que pour les aider pendant cette phase transitoire, ils vont déployer, ni plus ni moins, qu'un réseau de distribution du gaz en Europe. Gazprom est une structure particulière parce que la logistique passe par l'Allemagne, c'est-à-dire les pipelines passent par l'Allemagne, en grande majorité. Mais le contrôle capitalistique et juridique est à 51% entre les mains de Gazprom. Donc Nord Stream, en fait, est contrôlé directement par Gazprom.